Si. Bonjour. Vous assistez aussi? Vous assistez aussi? Écoutez, vous connaissez la vision? L'utilisation de la caméra, contrôle qualité, ligne de prod? Ah oui, ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Donc, de base, le principe de l'utilisation d'une caméra dans le but de contrôler un produit sur une ligne de prod, ça vous est pas étranger. Pour contrôler les procédés de fabrication, c'est un peu moins courant, mais là-dedans, on peut imaginer tout ce qui est guidage robot. En tout cas, c'est ce qu'on met dans cette catégorie-là chez nous. Ce sur quoi je voulais discuter aujourd'hui sur ces minutes de présentation, c'est effectivement l'utilisation de plus en plus répandue à des fins de contrôle qualité, de contrôle de procédé, de l'intelligence artificielle. C'est très à la mode, on en parle partout. Euh, tout n'est pas bon à prendre. Il existe des intelligences artificielles, bien sélectionner celles qui correspondent. Toutes ne font pas la même chose. Et elles vont se travailler de façon différente. Et c'est ce sujet-là que je voulais présenter aujourd'hui. Avant, je prends juste quelques minutes pour présenter ce que l'on fait chez Aprex. Donc notre périmètre d'intervention, c'est le contrôle caméra autour de la ligne de prod. On fait vraiment que ça. On travaille chez les petits industriels, des grands groupes, etc., sur du textile, de l'agro, plasturgie, automobile, composants divers et variés dans l'automobile. On est basé à Nancy, on a des pôles commerciaux dans le nord et en région parisienne. Et je passe rapidement sur cette vidéo-là, du coup, puisque vous connaissez la vision, mais rapidement, hein. Pouvoir contrôler des produits en continu, pouvoir contrôler des produits en fabrication unitaire, ce sont des mécaniques de contrôle différentes, et ce sont les problèmes auxquels on fait face régulièrement aujourd'hui, sur lesquels on a développé une expertise, tant sur le développement vraiment de l'algorithme, du logiciel qui va mettre en œuvre ces algorithmes, et de la création des applications jusqu'à la mise en service sur le terrain. On travaille auprès d'industriels en direct, des utilisateurs finaux, mais on travaille aussi avec des fabricants de machines spéciales qui vont intégrer nos systèmes pour le compte de leurs clients. Je passe rapidement et on arrive. Voilà. Donc on classe l'utilisation de ces techniques sur deux grands pans. Donc contrôle qualité, j'ai déjà dit, la mesure dimensionnelle, qui sont des sujets que l'on traite aussi, pas forcément avec des méthodes d'intelligence artificielle, d'ailleurs, c'est pas forcément le cas d'usage le plus pertinent, mais plutôt sur la partie défaut, détection de défauts. L'un des grands intérêts du type d'intelligence artificielle qui s'appelle supervisée, on va le voir après, c'est de pouvoir nommer les défauts. Et pour un industriel, nommer le défaut qu'il a sur sa ligne de prod, ça veut dire de pouvoir réintervenir sur son process pour éliminer ce défaut-là. Sur la partie suivi de procédé, on va y mettre l'ensemble des éléments plutôt dynamiques. On va contrôler un emboîtement, on va contrôler un changement de couleur, une teinte, etc. Et ensuite, on va pouvoir faire du guidage robot, notamment avec des technologies de caméra 3D stéréoscopique, pour ceux qui connaissent le plus, sur lequel on va pouvoir utiliser différentes technologies. Et donc nous voilà sur un cas d'usage totalement bidon, hein, mais très représentatif de ce que l'on peut rencontrer dans un cahier des charges industriel, qui vient nous expliquer que son problème, c'est ce type de défaut, déchirure sur le produit. Ce type de bouchon s'est produit à des cadences de une dizaine à la seconde, hein, c'est extrêmement rapide. Que ça, il va nous dire, ça c'est un produit qui est conforme, et ça c'est mon produit non conforme. Et là, deux cas de figure déjà, qui doivent mettre faut bien tendre l'oreille, savoir si l'industriel souhaite reconnaître le défaut, donc le nommer, ou est-ce qu'il juste souhaite détecter la présence de quelque chose, sans savoir ce que c'est ce quelque chose. Et c'est la différence que l'on fait entre détection et classification du défaut. Déjà, quand on parle de détection ou de classification, on est forcément sur un choix limité de technologie. L'IA va pouvoir répondre aux deux, mais les IA, ce ne seront pas les mêmes. On ne va pas les travailler pareil, elles ne vont pas sortir les mêmes informations. Je vais commencer par l'IA qui va simplement détecter, parce que c'est toujours la première étape.
de toute façon. Les IA qui savent détecter des éléments sans les nommer aujourd'hui, elles vont avoir comme intérêt majeur de pouvoir fonctionner sans éléments défectueux. Donc vous allez pouvoir entraîner votre système en imitant que de la pièce conforme. Une dizaine, une quinzaine. Pour un bouchon, notamment des objets très simples comme ça, eh bien, ça va très bien fonctionner. Ce sont des produits qui sont extrêmement uniformes. Ça va fonctionner rapidement. Ensuite, ce que ça va remonter comme information, ce type de système, c'est que ça va pouvoir détecter, lorsque ça verra quelque chose qui n'était pas dans la base de données d'entraînement, et ben ça va remonter ce type d'information, on va appeler carte de chaleur, où statistiquement le système va vous remonter que là j'ai vu un truc, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas exactement quelle taille ça fait, mais grosso modo c'est gros comme ça, et là il y a quelque chose, tu m'as appris que ça c'était non conforme. Ce principe-là de fonctionnement par image de référence, c'est le plus vieux du monde, on dira, dans la vision. Sauf que, ce qui a changé avec ces techniques d'intelligence artificielle-là, qui sont extrêmement récentes, c'était pas utilisable sur ligne de prod quasiment l'année dernière. C'est vraiment très très récent. Ce qui a changé par rapport aux techniques des Cognex et Keyence que vous devez connaître, c'est que là, on n'est plus sur une comparaison de niveau de gris. On n'est plus sur une image de référence où on va dire pixel à pixel, j'ai un niveau de gris qui a changé, etc. Là-dedans, vous allez pouvoir inclure dans votre base de données, il faudra l'étendre un peu, mais vous allez pouvoir inclure dans votre base de données des anomalies, donc des choses que vous ne retrouverez pas sur l'ensemble de vos produits, mais qui pour autant ne sont pas des défauts, ou que vous n'allez pas considérer comme des défauts. Je vous vois un peu... Vous allez pouvoir ajouter, par exemple, vous voyez les points, là, par exemple, de moulage, ne seront pas les mêmes et ne seront pas toujours présents sur l'ensemble des bouchons. Si vous faites une soustraction directe à l'ancienne, je dirais que ces points de moulage-là, ils vont vous faire déclencher le système. Par contre, avec une technique comme celle-là en anomalie, ça va pouvoir prendre en compte la variabilité de ces différents points-là. Et c'est la flexibilité que ça rajoute par rapport aux techniques ultérieures. Quand on en est là, on a détecté l'élément, on a pu l'éjecter, on a envoyé l'information à un automate, etc., qui a éjecté le produit. On a comptabilisé le produit, on saura dire qu'on a eu tant de pourcents de rebut et qu'on l'a éjecté correctement. Par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est donner grosso modo sa taille, sa localisation, on y arriverait un peu, une taille grossière, on y arriverait un peu, mais c'est pas très précis. Et surtout, on l'a pas nommé, on n'a pas dit ce que c'était. Donc, quand l'industriel a différents défauts et que c'est un intérêt pour lui de les reconnaître pour pouvoir faire de l'intervention pertinente sur sa production, on est nécessairement obligé de passer sur une autre intelligence artificielle ou d'autres techniques d'intelligence artificielle qu'on va appeler intelligence artificielle supervisée, où là, il va falloir rentrer dans un mode d'apprentissage plus poussé, où vous allez prendre des produits, ce coup-là, conformes et non conformes, et sur les non conformes, vous allez dire, là, vous allez dessiner avec un logiciel, vous allez pouvoir dessiner la position du produit et vous allez le nommer. Et vous le faites sur 10, 20, 30, 40, 50, des fois 100, 500 images. Ça va vraiment dépendre de la complexité de votre défaut. Vous allez pouvoir nommer d'autres défauts, leur donner un autre nom. Vous allez pouvoir faire un apprentissage complet de votre modèle d'intelligence artificielle. Et lorsque vous allez le déployer, ce modèle d'intelligence artificielle, il va pouvoir faire la différence entre les différents types de défauts. Il va pouvoir plus précisément, on peut presque parler de mesure, tout est une question de précision, on peut presque parler de mesure. Ça va venir donner aussi des coordonnées relativement précises sur le centre, de où se trouve ce défaut-là, qui sont des éléments qui peuvent être intéressants, notamment quand on est plutôt sur des techniques de guidage robot, par exemple. On va pouvoir utiliser ces technologies-là. Ça aura aussi comme intérêt d'être, quand on arrive sur des sujets, notamment sur de l'industrie automobile, où les enjeux de performance, de taux d'erreur sont extrêmement bas, ces technologies-là, aujourd'hui, même si elles sont plus fastidieuses d'un point de vue apprentissage,
en termes de performance de vrais positifs, sont encore aujourd'hui plus efficaces. Les technologies non supervisées sont beaucoup plus flexibles, mais aujourd'hui, ça évolue, mais aujourd'hui, on n'arrive pas encore à aller au niveau de performance de ces technos-là en supervisé. Dans la famille des IA supervisées, vous allez avoir différents types de technos qui vont remonter des formes de résultats différentes. Donc là, on est plutôt sur ce qu'on appelle la bounding box. Ça va remonter une localisation dans une boîte rectangulaire à quatre faces. Lorsque on a un peu plus de temps pour réaliser les contrôles, de l'ordre de la seconde, on peut aller utiliser des technologies qui permettent de faire du détourage quasiment au pixel près. On va appeler ça des IA supervisées en masque, parce que ça va vraiment détourer au pixel près. Mais du coup, si vous avez un résultat qui détourne au pixel près, c'est parce que vous avez fait un apprentissage au pixel près. Voilà, forcément. Par contre, effectivement, comme je le disais, ça va avoir l'intérêt de nommer le défaut, de le localiser avec une bonne précision, de commencer à donner de la mesure, et toutes ces informations-là, on va pouvoir les envoyer dans le PLC, enfin dans l'automate de ligne, dans le MES, dans le SCADA, dans tout ce que vous voulez, pour que l'industriel puisse faire de la traçabilité. Les méthodes paramétriques, qui sont celles que vous connaissez jusqu'à présent si vous avez utilisé de la vision, où là on va utiliser des méthodes qu'on va appeler par principe de seuillage. On va plutôt travailler en nuances de gris, en couleur, et là pour le coup, c'est ce qu'on va utiliser préférentiellement quand on va vouloir faire de la mesure très précise, au pixel près, dans des conditions de capture, d'éclairage, etc. très précises. C'est typiquement le genre de technologie qu'on va utiliser pour faire de la mesure de visserie, par exemple, à très haute cadence. Quand vous avez 10 pièces à contrôler à la seconde, c'est plutôt ce type de technologie-là qu'on va utiliser. Mais on va plutôt l'appliquer sur de la mesure. Là, reconnaître des défauts avec ça, vous allez devoir utiliser des caractéristiques géométriques. Vous allez dire si j'ai quelque chose de pas très haut et très long, alors ça doit être une fissure. Mais il n'y a pas de reconnaissance formelle au sens de l'intelligence artificielle. Quelques cas d'usage. Celui-là, si ça vous intéresse, je vous invite à me suivre juste après la conférence. On a le démonstrateur qui tourne avec ça. Ça me permettra de vous montrer sur ce cas d'usage-là sur des fourchettes plastiques, qui est un exemple extrêmement basique. Comment ça fonctionne en IA supervisée. Je pourrais vous montrer aussi les outils qu'on utilise pour faire cet apprentissage et le pendant en IA non supervisée du coup. Et tout ça dans le même outil. Et les informations qu'on peut en tirer et ce qu'on peut transmettre vers l'extérieur, vers l'outil de production. Quelques exemples divers et variés où ce sont, voilà, par exemple sur des cas simples comme ça, des pièces qui changent énormément en forme. Sur des petites séries, on va plutôt utiliser des technologies effectivement plutôt en non supervisé. Donc l'industriel devrait être un peu plus souple sur ses exigences en termes de classification de défauts, ce ne sera forcément pas possible. Par contre, on pourrait aller voir des choses assez intéressantes et des nuances sur des objets métalliques, sur de la plasturgie, même sur de la teinte. On peut aller chercher des éléments différenciants sur de la teinte. Ça amène pas mal de contraintes, notamment en termes de maîtrise de l'éclairage et de la capture d'image, dont on n'a pas parlé ici, mais évidemment, en aucun cas on peut considérer que c'est de l'IA, ça va faire de la magie, et donc du coup on peut totalement se passer de la réflexion sur la partie optique. Si vous ne produisez pas une image de qualité, ça ne contiendra pas d'informations que vous souhaitez, et vous aurez beau mettre l'algorithme de la NASA le plus puissant du monde, ça ne marchera pas derrière. Donc quelques cas d'usage, je passe rapidement puisque mon temps arrive à la fin. Un cas concret, un de nos plus anciens systèmes qui tourne depuis un peu plus de 3 ans maintenant, où en plus des contrôles où on vient classifier les défauts, sur des déchirures, des manques, des trous matières sur la plasturgie, on peut venir faire aussi de l'analyse colorimétrique, pour laquelle on va plutôt utiliser des techniques paramétriques de vision. On va vraiment venir mesurer la couleur,
mesurer de la luminosité, calibrer le système avec des corps noirs, des sources de lumière calibrées, etc. Donc tout ça, ça peut se faire plutôt avec du paramétrique. Des applications de vision au défilé, pareil, si vous voulez voir ça, plutôt que vous mettre une vidéo pas trop top, je vous propose de venir voir le petit démonstrateur qui est juste à l'opposé de cet ensemble de stands. Ces technologies-là se travaillent sur des produits unitaires, évidemment. On contrôle la fourchette, par exemple, une par une. Mais ça peut fonctionner aussi avec un peu plus de précaution, notamment sur les cadences de contrôle. Ça peut se travailler aussi sur des produits, sur des productions qu'on appelle en continu, où là, vous allez avoir un métrage de plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres, de produits qu'il faut pouvoir contrôler en temps réel et en continu. Et donc ça amène un peu plus de précaution sur le choix notamment du contrôleur, de la puissance de calcul du système qui va mettre ça en œuvre, mais l'ensemble, les deux technologies sont compatibles, on peut même les faire tourner de façon complémentaire. C'est ce qu'on sait faire dans nos outils logiciels. Le guidage robot, pareil, je vous invite à venir voir ce qu'on fait sur le stand, puisque avec ces mêmes technologies-là, en utilisant un capteur 3D, on peut utiliser des technologies d'intelligence artificielle appropriées pour pouvoir aller chercher du X, Y, Z, de l'orientation, etc. etc. Et je pense que... Il me reste combien de temps ? Ah ben ok, donc normalement c'est dépassé, donc je m'arrête là. Et si vous voulez, on peut juste continuer juste là à côté pour laisser la place au suivant. Merci.